Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier workshop IKEA en ligne. Je me réjouis de vous accueillir ici avec nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Julien et je suis interior designer pour IKEA. Et voilà, et nous allons passer les prochaines 45 minutes ensemble. Vous aurez pendant tout ce temps la possibilité d'interagir avec nous en utilisant la chatbox et n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires mais également à poser vos questions. Permettez-moi maintenant de vous présenter mon invitée, Eliette de Clarity. Merci beaucoup Julien, merci chez vous à la maison d'être avec nous cet après-midi. Alors, pour commencer, mon métier est experte en désencombrement. Et la mission de Clarity, c'est d'apporter de la clarté dans vos intérieurs au sens propre comme au figuré. Maintenant, c'est depuis 2016 qu'on accompagne des hommes et des femmes dans leurs projets de désencombrement, de tri de leurs affaires et de transformation de leur intérieur. Et Eliade, je crois d'ailleurs que tu es consultante KonMari, c'est ça? C'est tout à fait ça. KonMari, c'est la méthode de rangement de la japonaise Marie Kondo. Marie Kondo, c'est un peu, comment dire, la papesse du rangement, et elle est aussi l'auteure du fameux livre La magie du rangement. Julien, est-ce que tu l'as lu? Oui, ça y est, je l'ai Jusqu'au lu. bout? Oui. Ah, super. C'est fini. Bravo à toi. Oui, oui. Donc l'objectif de cet atelier aujourd'hui, ça va être de vous introduire à une méthode de désencombrement et à vous aider à vous libérer justement de ce qui vous encombre, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et pour nous, se désencombrer, ça veut avant tout dire prendre soin de soi. Alors, ma première suggestion va être une invitation de vérifier et de vous assurer que chez vous, à la maison, vous soyez confortablement installés. Moi, je le suis. J'espère que vous l'êtes vous aussi. Alors, commençons. Alors, alors, je crois que tu veux commencer par des questions, c'est ça? C'est ça. En fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher une paire de ciseaux alors que vous étiez persuadé que vous l'aviez mise à un endroit très précis? Ou par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de courir chez Ikea pour acheter un paquet de serviettes en papier et rentrer à la maison et vous rendre compte qu'en fait, vous en aviez déjà au moins 5? Ou alors de vous retrouver devant votre armoire à habits et de vous dire « Mon Dieu, je n'ai rien à me mettre ». Et Julien, on est d'accord que la plupart du temps, c'est pas vrai, qu'il y a plein de choses et qu'il y a plein de choses qui débordent. C'est vrai, mais c'est bien vrai. En résumé, est-ce que vous en avez marre de ranger, ranger et continuellement ranger? Oui. Et je pense que si c'est le cas, ou pas si c'est le cas, si vous avez répondu par un oui à plus d'une de ces questions, eh ben, je crois qu'ils sont au bon endroit. Voilà. Je pense que voilà, vous êtes au bon endroit et que ce workshop va être intéressant pour vous. Alors, Eliade, je vais te poser une question, peut-être déjà pour clarifier. Qu'est-ce que ça veut dire l'encombrement? C'est quoi? C'est une bonne question parce que pour nous, l'encombrement, ça peut être vraiment tout. Ça peut être ces choses qui t'empêchent de paisiblement fermer un tiroir parce qu'il déborde. Ça peut être ces jouets d'enfants qui envahissent un salon. Ça peut être même ces piles d'administration, de papier qui vous angoissent et qui vous rendent nerveux. Chez Clarity, on aime bien dire que l'encombrement, c'est tout ce qui se trouve entre vous et la vie que vous avez envie de mener. Ok, donc maintenant je sais que j'ai de l'encombrement chez moi. Alors tu es au bon endroit. Voilà. Mais j'aimerais bien te rassurer et vous rassurer aussi vous à la maison parce que je suis pas là pour vous dire de absolument tout jeter et de vivre qu'avec 3 fourchettes, 2 t-shirts et un livre, bien qu'un tel mode de vie soit honorable.
vous avez peut-être déjà entendu l'adage qui dit « moins, c'est mieux ». Alors, chez Clarity, on est d'accord avec ça, mais en fait, nous, ce qu'on aimerait plutôt dire, c'est ce qui est juste est mieux pour vous. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité de choses qu'on possède, mais que ces choses que vous possédez soient justes pour vous, qu'elles vous correspondent et qu'elles vous fassent du bien. Donc, on ne va jamais vous dire combien de choses vous devez posséder. Par contre, on va vous aider à trouver un équilibre qui est bon pour vous. Bon, je dis ça, mais c'est vrai qu'un jour, j'ai travaillé avec un homme et cette personne possédait 181 paires de chaussettes. Et là, je me suis permise de lui dire « Ah oui, alors c'est quand même peut-être un petit peu beaucoup. » Surtout qu'il a que 2 pieds. Hein. Et c'était le cas, Julien, tu as raison, il n'avait effectivement que 2 pieds. Effectivement. Pour résumer tout ça, vraiment faire un résumé, c'est faire un inventaire des choses que vous possédez et le but final, c'est que vous fassiez de la place pour ce qui est important pour vous aujourd'hui. Voilà. Donc, pas devenir forcément minimaliste ou devenir le roi ou la reine de l'organisation. J'aime bien que tu dises pas forcément, parce que ça peut être un des objectifs, mais c'est pas forcément ça. Le but d'aujourd'hui, puis même de se désencombrer tout court, c'est apprendre à se libérer de ce qui nous encombre. Voilà. Donc, comment fait-on? Première étape, il s'agit d'établir ses objectifs. Et en fait, d'imaginer sa vie idéale. Alors, je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident, mais il y a des questions qui peuvent nous aider à avoir au moins une ébauche d'idées, d'accord? Et ces questions, c'est comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie? Comment est-ce que je m'imagine mon intérieur idéal et qu'est-ce que j'ai envie d'y faire? Les réponses à ces questions vont constituer vos objectifs de désencombrement et ces objectifs vont être un outil très, très précieux pendant votre tri parce qu'ils vont vous permettre de décider si oui ou non un objet doit rester dans votre vie ou pas. On dit souvent chez Clarity que faire un désencombrement, c'est comme si on avait une conversation avec soi-même à travers les objets qu'on possède. Très bien, Eliade. Et alors, une grande particularité de cette méthode, c'est de trier par catégorie et non pas par pièce. Effectivement. Et on divise tout ce que vous pouvez posséder chez vous à la maison en 5 catégories différentes. La première, ce sont vos habits. D'accord. Ensuite, il va y avoir vos livres. Ensuite, il va y avoir vos papiers, votre administration. Ensuite, il y a une 4e catégorie qui est en fait un mot japonais qui veut dire, enfin, pas qui veut dire, le mot japonais est komono et ce mot, ça veut dire objet divers et variés du quotidien. Et ensuite, on a la 5e catégorie qui est celle des objets sentimentaux. Julien, si tu penses à tous les objets que tu as chez toi, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui pourrait rentrer pour toi personnellement dans cette catégorie d'objets sentimentaux? Alors, est-ce que c'est les objets, par exemple, les souvenirs? Tout à fait. C'est ça? D'accord. Tout à fait. Donc, un t-shirt ramené d'un concert, un coquillage ramené d'une plage, etc. Ça? Absolument. C'est tous ces objets dans lesquels il y a énormément d'émotions, soit des souvenirs, soit des émotions. Et là, tu as mentionné des coquillages, tu as mentionné un t-shirt. Et c'est absolument ça. Un objet sentimental, ça peut être un habit, ça peut être un livre, ça peut être, dans les catégories papier, c'est rarement une facture, mais on ne sait jamais. Et ça peut être aussi une tasse, par exemple. Mais une tasse ou ton t-shirt, à ce moment-là, ils ne sont plus une tasse ou un t-shirt. Ça devient et ça va dans la catégorie objets sentimentaux. D'accord. Et alors, Eliade, juste avant, tu parlais de la catégorie des komono. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ça, moi, le japonais, je ne sais pas. La catégorie komono, c'est une très grande
catégorie dans laquelle il y a plein de sous-catégories différentes. Et des exemples de ces sous-catégories, c'est par exemple Komono cuisine. Là-dedans, il va y avoir tous vos articles de cuisine. D'accord. Il va y avoir Komono salle de bain. Je reviens sur Komono cuisine. Comme on trie par catégorie et pas par pièce, quand vous faites Komono cuisine, c'est-à-dire que si tu as ta machine à pain qui est restée à la cave, et ben, quand tu fais tes Komono cuisine, tu remontes ta machine à pain ou ta machine à jus de la cave. D'accord. Pour vraiment tout trier d'une même catégorie ensemble. Si tu fais du bricolage, il va y avoir Komono bricolage. Si tu fais du jardinage, Komono jardinage, etc., etc. En fait, la liste peut être extrêmement longue. En résumé, un Komono, c'est tout ce qui n'est pas, pardon, je vais y arriver, pas en habit, en livre, en papier ou en objet sentimental. Donc tout le reste tombe dans sous-catégorie Komono. Très bien. Je crois qu'une des autres questions que peut-être vous vous posez à la maison, c'est du coup, dans quel ordre est-ce qu'on va trier? Dans quel ordre on va trier, ou plutôt d'abord. Pas des photos? Parce qu'il y avait des photos. Oui, j'ai des photos. Avec des photos. Et avant de vous montrer les photos, j'aimerais vous dire, je crois que je l'ai dit pour rapport aux habits, mais que c'est encore très important. Comme on trie par catégorie, quand on va se dire, je vais m'atteler à une catégorie, prenons l'exemple des habits, d'accord? Vous allez donc réunir tous les habits exactement en un seul endroit et créer une pile. Tu as peut-être des habits dans ta salle de bain, vous avez peut-être des habits à la cave. Dans l'entrée. Dans l'entrée. Quand vous triez vos habits, vous réunissez tout au même endroit et vous créez une pile qui peut parfois être assez haute. Et oui, Julien, j'ai apporté des photos. On peut les voir? On peut les voir. Il y a Mélanie qui est à la technique et qui va nous aider à vous montrer quelques photos. Alors ça, c'est la première photo de à quoi peut ressembler une pile d'habits. On a évidemment différentes émotions face à notre pile d'habits. Là, on en a une deuxième. Julien, je tiens à préciser que c'est sans trucage. Il n'y a pas de Photoshop. C'était vraiment les piles. C'est impressionnant. Hein? Je crois qu'on en a encore une. Hop. Et puis, il me semble que je vous ai aussi apporté à quoi ressemblerait le tri de chaussures. Et voilà. Donc là, c'est moins une pile, mais c'est plus un étalage. Et c'est très important de faire cet étalage ou cette pile quand vous triez, parce que ça vous permet de voir en un seul coup d'œil toutes les choses que vous pouvez posséder dans une même catégorie, de remarquer la quantité de choses que vous possédez, et quand vous les triez, de pouvoir les comparer les unes avec les autres. Et tu sais, Julien, souvent, les réactions qu'on a face à ces piles, vous avez vu quelques émotions sur les visages, mais souvent c'est « Oh, je pensais jamais que je possédais autant ». Et parfois, on a même entendu « Oh, je me sens un petit peu mal ». Mais cette étape, elle est pourtant cruciale et elle est importante parce qu'elle nous aide à découvrir des choses, d'apprendre des choses sur nous-mêmes et aussi sur notre manière de consommer. C'est un peu comme il y a cette expression en anglais, on dit c'est un reality check. C'est vraiment, on se rend compte de choses. Et puis, parfois, c'est peut-être plus un petit peu une douche froide. Oui, je pense, oui. Je pense aussi que des fois, ça peut permettre de retrouver certains produits ou certains objets qu'on ne savait pas, dont on n'avait pas connaissance, non? On avait oublié. Ouais, alors c'est marrant que tu dis ça parce qu'on dit souvent faire un désencombrement, c'est comme si on faisait du shopping chez soi à la maison parce qu'on redécouvre des choses qu'on avait soit oubliées, soit complètement égarées. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre pile, du coup, dans quel ordre on procède ensuite? Oui, par rapport aux catégories, ça c'est une très bonne question. On a énuméré les catégories, l'ordre dans lequel vous allez procéder. Chez Clarity, on dit toujours c'est important, aller du plus simple au plus difficile. Julien, est-ce que tu as déjà couru un marathon? Non, non, jamais. Jamais. Non. Ok, alors peut-être que vous, moi non plus, mais peut-être que vous, à la maison, vous en avez réellement couru un. Si c'est le cas, vous vous êtes échauffé et entraîné avant de courir 42 km. Pour nous, la prise de décision, oui, non, je garde un objet, c'est comme un muscle.
d'accord? Et un muscle, il faut le chauffer et il faut l'entraîner. Donc, c'est pareil pour le désencombrement. Entraînez-vous sur une catégorie qui vous paraît plus simple pour vous. Peut-être que ça va être vos habits, mais peut-être qu'en fait, ça va plutôt être dire, non, moi, je commence par mes commonos cuisine ou je commence par mes livres. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez vers ce qui est plus difficile pour vous. Il y a juste une règle d'or. Ouais. On termine, on garde les objets sentimentaux pour la fin. Alors, c'est parce que c'est le plus difficile souvent. Exactement, et on a besoin que justement notre muscle de la prise de décision, oui, non, et puis quand on a passé tous ces objets en revue, on se connaît aussi mieux soi-même à la fin, ce dont on a envie, donc là, ça va être plus facile de travailler quelque chose qui, a priori, en souvenir, un objet sentimental est plus difficile. D'accord. Alors Elia, dis-moi, comment, est-ce que tu as des astuces pour savoir ce que tu gardes et ce que tu ne gardes pas? Comment on décide ça? Le nerf de la guerre dans un désencombrement, le critère de sélection pour savoir ce qu'on garde ou pas. Alors, dans la méthode KonMari, l'unique critère de sélection, c'est celui de la joie. En fait, on se pose la question, est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Et comme la joie, c'est pas toujours forcément facile à identifier, vous pouvez vous poser aussi d'autres questions. Par exemple, est-ce que cet objet m'inspire de manière positive ou négative? Et si je suis vraiment honnête et sincère avec moi-même, est-ce que cet objet m'agace ou pas? Parce que des fois, on se rend compte qu'on est entouré de certains objets qui, en fait, nous agacent. Donc, par contre, quand vous faites cette décision, c'est important que vous preniez l'objet dans les mains. Parce que si vous inspire de la joie, parfois vous pouvez justement physiquement ressentir, vous vous sentez heureux, plus léger, des papillons dans le ventre. C'est vraiment très, très personnel. C'est à vous de découvrir. D'accord. Si vous avez de la difficulté à percevoir cette joie, il y a une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cet objet me rapproche de mes objectifs de désencombrement? Ah oui. Est-ce que cet objet va m'aider à réaliser mes objectifs? Et on a vu justement avant l'importance d'établir ces objectifs en amont de son désencombrement. C'est vraiment la première étape. Donc ces objectifs, en fait, finalement, ça peut être bien de les avoir écrits vraiment sur un papier, d'y revenir régulièrement pour se rappeler de ça, de ces objectifs. Ça, je pense que c'est une bonne idée aussi. Là, tu as utilisé l'exemple de écrire, mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir plutôt des visuels d'inspiration. Donc, des gens utilisent des mots, certains ferment les yeux puis s'imaginent simplement, ça leur suffit. D'autres ont besoin de dessiner, de découper des images dans des magazines, des choses comme ça, des catalogues. Ça peut être varié. Je réfléchissais sur ce que tu viens de dire et effectivement, je pense que tous nos objets, tout ce qu'on a chez nous, c'est là pour remplir un rôle ou une fonction. Donc, en fait, il faut se poser la question, est-ce que cet objet remplit son rôle? Exactement. Est-ce qu'il a rempli son rôle ou est-ce qu'il a encore un rôle à jouer? À remplir. C'est tout à fait ça. Maintenant, j'aimerais bien partager encore quelque chose avec vous. Mais pour ça, j'ai besoin que Ikea, donc Julien, se bouche les oreilles, s'il te plaît. Ok, allez. Mon conseil, c'est terminer votre désencombrement avant d'aller acheter des solutions de rangement. Avant d'avoir terminé de trier vos affaires, interdiction formelle d'acheter quoi que ce soit. Effectivement, je pense que c'est complètement logique. Déjà parce que je pense qu'on a déjà énormément de choses à la maison, on a déjà beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées, et puis je pense qu'il faut déjà trier avant d'aller acheter ce dont on a besoin. Je reprends l'exemple du monsieur avec qui tu as travaillé qui avait 181 paires de chaussettes. Bon exemple, oui. C'est mieux déjà qu'il les trie, ses chaussettes, avant d'acheter des boîtes pour mettre ses chaussettes. Sinon, il aurait fait beaucoup de boîtes, effectivement.
Mais cela dit, une fois que vous avez fait votre désencombrement, il existe chez IKEA et bien évidemment énormément de solutions de rangement et un large choix de boîtes pour vous aider à vous réorganiser si besoin est. Oui, absolument. Une fois qu'on sait ce dont on a besoin, là, c'est la solution. On trouve les solutions, on y trouve les solutions idéales. T'as pris je vois que tu as une boîte là, Julien. Oui. Justement en parlant de boîte. Oui. Alors, je savais qu'on allait faire un atelier sur le désencombrement. J'ai voulu prendre quelques exemples très personnels de chez moi pour un peu illustrer, parce que je pense que c'est bien illustré. Alors, j'ai ramené ce magnifique... Qu'est-ce que c'est? C'est un coupe mozzarella. Ça fait très téléachat. Il n'est pas à vendre. Non, c'est le tien. Oui, alors je l'ai pris parce que c'est un objet que j'ai depuis des années dans mon tiroir de cuisine. Je vous avoue que je coupe de la mozzarella peut-être 1 à 2 fois par an avec, voire moins. Donc je ne sais pas si par exemple cet objet, je dois m'en débarrasser ou pas selon toi. Comment je prends la chose? D'accord. Alors, pour comprendre exactement ce qui se passe en toi quand tu as cet objet dans les mains, est-ce que c'est plutôt, tu te dis, je l'utilise rarement, mais il pourrait quand même peut-être me servir un jour, donc je vais le garder. Est-ce que c'est ça? Bien sûr. Ok. Le fameux, je le garde juste au cas où. Absolument. Alors, c'est un très, très bon exemple. Ce qu'il faut réaliser, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais essayer de répondre assez rapidement à cette question-là. Cette remarque ou ce sentiment que vous avez, cette remarque que vous faites à vous-même, elle est liée à la peur d'avoir des regrets, de vous débarrasser de quelque chose et ensuite dire « Oh non, mince, j'aurais pas dû parce que maintenant j'en ai besoin. » Alors, dans ce cas-là, je vais être honnête avec vous, il est possible que pendant votre désencombrement, après votre désencombrement, vous ayez quelques regrets. Rappelez-vous d'une chose si ça arrive. Quand on fait un désencombrement, on s'ancre dans le moment présent et non dans un hypothétique futur. Ça pourrait peut-être me servir un jour. C'est plutôt, on vit dans le moment présent, on vit le moment présent. Et si effectivement, tu t'es débarrassé de ton coupe mozzarella et que tu réalises que tu en as quand même besoin, si le besoin surgit, dis-toi qu'on a tous à disposition des solutions qui sont notre pouvoir de la créativité et notre imagination. Dans ce cas précis, c'est assez simple. Peut-être qu'au lieu de ton coupe mozzarella, tu pourrais avoir simplement utiliser un simple couteau, voilà. Et peut-être que sinon ton voisin ou ta voisine n'a pas encore participé à cet atelier, n'a pas encore fait son désencombrement, tu peux aller sonner à sa porte pour le lui demander. Voilà. Très bien. Alors, tu parlais des objets qui apportent de la joie quand on les touche. Moi, je l'aime bien parce que c'est un produit de designer, même si je m'en sers pas souvent, c'est un produit que j'aime bien. Donc, comme il m'apporte de la joie, je vais quand même me le garder. J'aime bien ce que tu dis parce que la joie, c'est un concept qui est pas forcément qui fonctionne pas pour tout le monde. Et puis peut-être la sensation, c'est simplement d'être devant votre coupe mozzarella et vous dire, moi je le trouve esthétique, je le trouve design, et c'est des éléments, l'esthétique et le design sont des éléments qui répondent à mes objectifs. Cet objet, je l'aime bien, je le garde même si je ne l'utilise pas souvent. Voilà. Et c'est ça, vous avez le droit, je mets plein de guillemets, dans cette méthode de garder des objets, même ceux que vous n'utilisez pas souvent, tant qu'ils vous influencent d'une manière positive. D'accord. Je vais prendre un autre exemple, j'imagine toujours dans ma cuisine. D'accord. Je ne l'ai pas emmené avec moi, mais j'ai sur mon plan de travail un toaster. Peut-être un exemple qui parle à beaucoup de personnes. J'ai un toaster sur mon plan de travail, je ne mange pas du pain grillé, franchement, très très souvent non plus. Mais j'en ai un parce que je me dis que ça doit faire partie de ma cuisine. Ok. Est-ce que là, tu es en train de te dire, je possède mon toaster, je dois avoir mon toaster parce que toute bonne cuisine doit avoir un toaster, alors qu'en fait, le pain grillé ne te fait même pas plaisir. Non. Parfait. Là, ce dont tu parles, c'est les conventions. D'accord? Et il faut réaliser que quand vous faites votre désencombrement,
vous allez vous désencombrer non seulement de choses matérielles, mais peut-être aussi de choses immatérielles comme les conventions. Non, Julien, une bonne cuisine, une cuisine ne doit pas être bonne, ne doit pas posséder un grille-pain, je vais y arriver, pour être bonne. Ouais. D'accord? Si le pain grillé ne vous fait pas plaisir à la maison, lâchez prise sur ce grille-pain, lâchez prise sur cette convention et vous vous en débarrassez. Faire un désencombrement, c'est se rendre compte que nos maisons, nos intérieurs ne sont pas des zones de stockage et qu'il est urgent et vraiment important qu'on s'y sente bien. Oui, très bien. Donc, je pense me débarrasser de mon grille-pain très vite. Ça va te faire beaucoup de place aussi. Ah, mais je vais gagner beaucoup de place sur mon plan de travail, ça c'est sûr. Ouais. On prend un dernier exemple dans ma boîte magique, les cadeaux. Alors, on m'a offert ce joli bougeoir qui est très beau en soi, voilà, mais qui ne me plaît pas, moi personnellement. Maintenant, voilà, c'est ma tante qui m'a offert ça et comment on fait avec un cadeau? Parce que c'est un peu embêtant si jamais elle arrive à la maison, hop, je vais mettre sur la table, vous montrer qu'il est là, mais tu vois, puis dès qu'elle s'en va, hop, j'enverrai la boîte. Alors, avoir la boîte magique avec toutes ces choses qu'on n'aime pas, qu'on ressent quand les gens. Alors, et ça, c'est une technique, d'accord, mais c'est pas celle qu'on recommande. Mais évidemment, si vous voulez faire ça à la maison, sentez-vous libre. Nous, notre point de vue, il est un petit peu différent. Il est le suivant. Même un cadeau peut être désencombré parce que c'est toi qui l'as dit avant. Tout objet est dans notre vie pour remplir un rôle. Oui. Quel est le rôle d'un cadeau? D'être offert. Ok, très bien. Donc, du moment qu'un cadeau a été offert, c'est plus un cadeau, mais ça devient un objet que vous possédez et dont vous êtes responsable. D'accord? Pour nous, on prend le parti de dire, comme c'est un objet qui vous appartient, c'est à vous-même de décider ce que vous allez en faire. Et surtout, si tu te sépares de ce bougeoir, ça n'équivaut pas à se séparer de l'amour et du respect que tu as pour la personne qui te l'a offert. Au contraire, je pense vraiment que cette personne, elle souhaiterait beaucoup plus que tu sois heureux qu'encombré. Donc, avec les cadeaux, recevez-les de manière, avec la plus grande gratitude, vraiment avec une très grande gratitude. Et ensuite, dites-vous, ce n'est plus un cadeau, c'est un objet que je possède et dont je suis responsable. Et vous décidez vous-même s'il vous inspire de la joie ou pas. Très bien. Donc, en fait, oui, il faut savoir se désencombrer. Se désencombrer, c'est un peu lâcher prise. Ah, c'est complètement lâcher prise. Et lâcher prise, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Parfois même sur les objets qui ne nous plaisent pas, on a quand même la difficulté à lâcher prise. Et on s'est rendu compte que ça pouvait venir du fait que, ok, très bien, on veut plus ces objets, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce que ces objets vont aller ensuite? Et savoir à qui peuvent bénéficier nos objets ou quelle peut être la deuxième vie de nos objets va grandement nous aider sur ce fameux lâcher prise. Et je crois d'ailleurs que Julien, tu as des conseils à nous donner là-dessus. Oui, effectivement, des conseils ou des astuces, mais c'est vrai que bon, mon bougeoir, mon grille-pain, j'en fais quoi moi? Et donc, moi, ce que j'ai en tête, c'est ces 3 possibilités qui sont réutiliser, réparer ou recycler. D'accord? Les 3 R. Alors, le recyclage, c'est toujours à considérer comme la dernière option, bien évidemment, on n'aime pas gaspiller, mais pour la réutilisation, je pense par exemple, si vous avez un produit qui est cassé, qui est abîmé, essayez toujours de trouver une solution pour le réutiliser différemment. Ou le réparer. Si c'est un produit en bois, peut-être qu'il peut être poncé, coupé, peindre. Ah oui, si on n'aime plus la couleur. Oui, si on n'aime plus la couleur, pourquoi pas essayer de le repeindre. Ou alors, si c'est un produit qui est en plusieurs morceaux, peut-être qu'il y a certaines parties de ce produit qui peuvent être réutilisées différemment. J'essaie de prendre des exemples. Par exemple, donc cette boîte,
qui est en carton, je l'ai trop chargé, le fond casse, enfin je sais pas, pendant le déménagement, bon, je vais l'acheter, le premier réflexe c'est du carton, je vais la mettre au tri sélectif, mais peut-être que je peux garder juste le couvercle, et que le couvercle peut me servir dans un tiroir sur mon bureau, tiens, pour mettre mes notes, pour mettre mes papiers. Ou... Très bien, pour l'utiliser un peu comme compartiment, comme j'aime beaucoup l'idée. Je sais pas, ouais. Par exemple. Ouais. Donc, en gros, essayez d'être créatif sur comment vous pouvez peut-être réutiliser votre objet différemment. Un t-shirt peut servir de chiffon, oui. ou si c'est un bel imprimé, peut-être, ou un rideau peut devenir une housse de coussin. Voilà, essayez d'être créatif avec ce que vous avez avant de tout de suite vous en débarrasser. J'aime bien les rideaux qui deviennent, tu sais, des serviettes en papier, parce que d'un rideau ou d'un grand tissu, on peut en faire une dizaine, c'est toujours... c'est facile à coudre, ça va tout droit. Oui. Et puis voilà, puis après, il y a aussi les choses qui sont en bon état. Donc les choses qui sont encore en bon état, dont on veut se séparer, la première chose que j'ai envie de dire, si c'est quelque chose qui a de la valeur, qui a encore de la valeur, essayez de revendre, revendez, n'hésitez pas à essayer de revendre. Il existe énormément de sites internet qui revendent des objets d'occasion, je ne vais pas les citer, vous les connaissez déjà. D'ailleurs, vous savez également que si c'est des produits Ikea, des meubles Ikea, sachez que Ikea reprend également certains meubles, et je vous conseille d'aller voir sur le site internet, donc ikea.ch, pour vraiment regarder les conditions. Il y a certaines conditions, bien évidemment, sur la reprise des meubles Ikea en magasin. Et puis, si c'est des produits qui n'ont pas de valeur, où on n'a pas vraiment d'intérêt à revendre, on peut donner. Oui. Donner, peut-être que vous avez de la famille, des amis qui seraient intéressés, ou peut-être un voisin, si c'est quelque chose de très encombrant, peut-être que en mettant une photo sur le palier, dans l'ascenseur, oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé. Oui. Donner, et puis pensez également à toutes ces organisations de bienfaisance qui seraient ravies de recevoir vos produits comme la Croix-Rouge ou Emmaüs. Voilà. Absolument. Donc, et vraiment le recyclage, vraiment à la fin, quand on ne peut plus faire autrement, des centres de tri, bien évidemment. Merci beaucoup, Julien. C'était des super conseils et qui vont justement aider à se lâcher prise pour simplifier notre désencombrement. Merci beaucoup. Peut-être qu'à la maison, vous avez quelques questions à nous poser, peut-être. Est-ce qu'on a des questions? Alors, on a déjà une première question. Alors moi, je me permets, j'ai encore une question. Je pense que c'est une question qui va arriver dans les commentaires. On a des produits à la maison qui remplissent une fonction première, oui. D'accord, mais dont on n'a pas, qui ne nous apportent aucune joie. D'accord. Est-ce que tu parles de ces objets extrêmement pratiques, fonctionnels? Extrêmement pratiques, tout à fait. Extrêmement pratiques et fonctionnels, mais qui sont là parce qu'on en a vraiment besoin, mais... Oui, d'accord. Souvent, quand on nous pose cette question, les gens utilisent un exemple et nous disent « Alors moi, personnellement, ma brosse à toilette ne m'inspire pas c'est ce que tu as en tête, par exemple. Ne m'inspire pas du tout de joie, oui. Mais je suis quand même obligée de la garder. » Et là, on ne se parle plus des conventions, on se parle d'une obligation. Ouais. Il y a certains objets comme ça, très pratiques, fonctionnels, avec laquelle vous ressentez aucun lien, aucune influence. Là, ce que je vous recommande, c'est de faire un petit stretching, un petit grand écart. Donc, Eliette, on en était sur la brosse à toilette. On en était sur la brosse à toilette, si vous nous rejoignez maintenant. Ce que je disais, c'est qu'avec certains de ces objets très pratiques, fonctionnels, pensez uniquement à qu'est-ce que cet objet vous apporte dans la vie. Dans le cas de cet exemple précis-là, c'est des toilettes propres. Et ça, normalement, ça devrait vous inspirer de la joie. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, d'accord? Oui. Donc peut-être que vous n'êtes pas là, oh, ma brosse à toilette m'inspire de la joie, mais ce qu'elle fait dans ma vie m'inspire de la joie. Ce que je vous suggère, par contre, c'est peut-être dans un deuxième temps, sur ces objets très pratiques et fonctionnels, d'en trouver qui vous plaisent vraiment. Tu nous expliquais avant que tu étais sensible au design avec ton coupe mozzarella dessiné par un designer.
Peut-être que un jour, tu vas trouver une brosse à toilette avec un design magnifique qui te plaît vraiment. Mon objectif, Julien, c'est que tu rentres dans ta salle de bain tous les matins et que tu dises oh, ma brosse à toilette, elle est belle. Mais en fin de compte, c'est un peu ça l'objectif d'un désencombrement, et c'est de se sentir bien, d'être entouré de chez soi, qui nous plaisent, qui même inconsciemment nous rendent heureux. Et comme ça, on garde notre concentration, notre frustration pour l'extérieur, mais pas à l'intérieur. D'accord. Merci Eliette. On a une question. Alors, c'est une très bonne question. Comment trier les habits dans un ménage où il y a 4 personnes? Tout le monde en même temps ou chacun ses affaires? Quels sont tes conseils? Vous pouvez le faire tout le monde en même temps, mais de préférence, chacun dans une pièce différente. Pourquoi? Il ne faut absolument pas que vous soyez vous-même en train de trier vos habits et tout d'un coup, il y a votre enfant, votre partenaire de vie qui vient vers vous en disant « Mais Julien, pourquoi est-ce que tu ne gardes pas cette chemise? Elle te va si bien. » Ou « Julien, tu es vraiment sûr de vouloir garder cette chemise ?» Même avec la plus grande bienveillance, on a tendance à avoir vraiment une influence dans le son de notre voix quand on pose ces questions et à ne pas être neutre du tout. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous personnellement. Vous pouvez le faire en même temps et même l'un à côté de l'autre, mais vraiment ne jugez pas les décisions de l'autre personne. Ne les influencez pas. Après, évidemment, si les gens qui vivent avec vous sont vos enfants, il faudra regarder par rapport à leur âge et leur personnalité. Peut-être qu'ils auront besoin que vous soyez vraiment à côté d'eux et que vous les aidiez. Un enfant en bas âge aura besoin d'aide, certainement. Oui, quand il est vraiment très en bas âge, les parents prennent la décision, il n'y a pas de... D'accord. Voilà. D'accord. Donc, chacun ses affaires, chacun ses décisions. Voilà. Pour ne pas être tenté de juger ce que l'autre personne va garder ou d'être jugé soi-même pour ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. D'accord. Merci Eliette. Une autre question. Comment convaincre son partenaire de commencer l'aventure de désencombrement? Alors, tout est dans le choix du mot utilisé. Malheureusement, je suis absolument désolée. Convaincre verbalement quelqu'un de faire quelque chose d'aussi personnel qu'un désencombrement va être difficile. Moi, ma recommandation, c'est d'arrêter de dire quoi que ce soit à l'autre personne, de plus rien lui dire au sujet de ses affaires, même si vous pensez qu'il ou elle en a trop et qu'il est désordonné ou qu'elle est désordonnée, et de travailler sur vos propres affaires. D'accord. Et ensuite, là, être peut-être verbal sur les effets positifs que ça a sur vous et sur votre vie. Regarde le matin, quand j'ouvre mon armoire à habits, comme je me sens bien, je sais exactement où les choses se trouvent, je sais exactement ce que je possède, tout ce que je possède a un sens dans ma vie, ça me fait du bien. En fait, influencer la personne de cette manière-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer avec combien de personnes on a travaillé qui nous disaient « Ah, mon mari ne veut absolument pas s'y mettre ». Je prends l'exemple du mari, mais ça peut être la femme. « Mon mari ne veut absolument pas s'y mettre ». La femme ou le mari fait le travail. Et ensuite, elle nous appelle quelque temps, il nous appelle quelque temps en nous disant « En fait, ça y est, il l'a fait ou elle l'a fait, elle a été influencée de manière positive juste en voyant les bénéfices que ça avait sur moi. » Je sais que c'est difficile, mais on arrête de juger, de critiquer les autres et puis on s'attelle sur soi-même. Voilà. Très bien. Je pense que c'est effectivement un bon conseil que tu nous as donné là hier. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je ne crois pas. En tout cas, j'espère qu'on a réussi. Mélanie, on va voir si on a d'autres questions. On a encore 5 minutes. Il y a aussi souvent la question, enfin peut-être que ce n'est pas du tout le cas, on n'a pas des parents, on a parlé des gens avec qui on vit, comment est-ce qu'on fait pour trier nos habits. Par rapport aux enfants, c'est un peu pareil que les partenaires. Vous ne pouvez pas juger la quantité de jouets qu'a votre enfant ou comme ils sont désordonnés avant de vraiment vous atteler à vos affaires, à vous. Influencez-les de cette manière-là. Merci Eliette. Alors, on a une question. Je pense que ça sera peut-être la dernière. Est-ce qu'on doit se débarrasser du sac qui contient tous les autres sacs? Sait-on jamais si on va en avoir besoin un jour? Ah, le sac à sac? Oui. Le fameux sac à sac. Alors,
Ce que j'ai remarqué, comme je vous disais, ça fait depuis 2016 que je vais dans les intérieurs des gens pour les aider à faire du tri. Et moi-même, dans ma vie, avant de faire du tri, la quantité impressionnante de sacs qu'on peut accumuler chez soi. Et vraiment, je vais être honnête avec vous, je suis experte en désencombrement. La semaine dernière, j'ai ouvert mon armoire où je les range. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est un foisonnement. Ils se dédoublent tout seuls. Ils ont une vie à part entière. Là, malheureusement, c'est prendre l'habitude et vraiment d'avoir cette sensibilité de se dire, OK, là, c'est la quantité de sacs que je peux gérer. Et je sais que quand il y en a un plus, ça déborde et je ne peux pas le gérer. Et c'est difficile ce que je vais vous dire parce que moi-même, j'ai parfois de la peine de vraiment avoir ce réflexe de, quand je vais faire des courses, de prendre un sac avec moi. Et comme ça aide à maîtriser l'accumulation. Ce qui est important chez vous, c'est de déterminer, c'est assez enfantin ce que je vais dire, mais une maison dans votre maison pour vos sacs. D'accord? Et c'est peut-être, comme la personne a ici, un sac à sac. Et vous dire, ça, c'est la quantité de sacs qui peut rentrer dans ce sac et je ne la dépasse pas. Et là, c'est le contenant qui limite la quantité que vous possédez. Et par rapport au lâcher-prise, essayez de vous renseigner aux associations qui sont à côté de vous, tous ces centres que tu as mentionnés avant, ces magasins seconde main. Certains d'entre eux sont à la recherche de sacs qui donnent aux gens quand les personnes achètent des choses chez eux. Donc du coup, au lieu de les jeter, vous pouvez leur redonner une deuxième vie de cette manière-là. Très bien. Je pense que c'est un très bon exemple. Merci, Eliette. Merci. Merci à vous. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez appris énormément de choses avec nous. En tout cas, que Eliette a pu vous inspirer, vous donner des idées. Et qui vont commencer leur désencombrement. Et oui. Et alors, si jamais vous partez sur un objectif de désencombrement, n'hésitez pas à prendre des photos. Je crois que c'est bien en plus de faire des photos du avant, du pendant et du après. C'est vrai, Julien, parce que en fait, toute cette histoire de désencombrement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est pour ça qu'on en fait tout un atelier dessus. Et c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui vous demande du temps et qui vous demande de l'énergie. De faire une photo de l'état actuel de la situation va vous permettre, quand vous allez avoir une baisse de régime, que vous allez être fatigué et être moins motivé, vous allez retourner sur la photo de comment c'était avant et vous allez vous dire « Waouh, j'ai déjà fait tout ce progrès, j'ai déjà fait toutes ces choses, je me sens déjà tellement mieux, il y a encore du progrès, mais je me sens déjà tellement mieux dans ma maison. » Donc, faire des photos avant, puis même de par étapes, c'est super. Puis si ça va vous encourager. Puis si vous partagez ces photos avec Ikea, vous allez être encore plus encouragé par la communauté des gens d'Ikea. Carrément. On serait vraiment très curieux de voir vos photos et si vous avez envie de les partager avec nous, nous avons toujours le hashtag qui se trouve juste derrière moi, ici, le hashtag MoreOrganizedMe. Donc n'hésitez pas à partager avec nous. Voilà, l'atelier touche à sa fin. Merci énormément d'avoir participé à ce workshop online avec nous. On vous retrouvera très bientôt pour un prochain workshop online Ikea. D'ici là, portez-vous bien. On vous souhaite également un beau week-end de Pâques. Eliette, merci énormément. Avec plaisir, avec joie. Avec joie. Et c'est important pour moi. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous à la maison et à bientôt. Au revoir. Au revoir.